Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Hommage national ce vendredi à Jimmy Hope, le rocaille togolais décédé le 5 août dernier, a reçu l'ordre national du mérite. Présidentielle de 2020, quelle alternative pour l'alternance politique au Togo? Violence xénophobe en Afrique du Sud, au moins 10 morts dont un ressentissant étranger. Des pires émeutes xénophobes depuis 2008 qui ont fait 62 morts dans ce pays de façon similaire. Les spécialistes sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Au cœur de Lomé, une grande radio. Pyramide FM. Pyramide FM. Spero Maoulé, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous les auditeurs de Pyramide FM. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Spero Maoulé, il est le président du CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. Ibrahim Acha, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau. Temps Nouveau? Oui, bien, il se porte bien et la rédaction poursuit son travail. Et, voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes à la collecte des informations. Il semble que pendant les vacances, c'est plus relax, c'est ça? Bon, relax, en ce sens que nous avons la chance d'avoir certains stagiaires qui viennent appuyer la rédaction par rapport au reportage qu'ils font et un travail aussi d'apport en matière de mise en œuvre de ce qu'ils ont pu apprendre dans leurs institutions ou dans les institutions où ils se sont formés. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à ces vacances, que c'est relax. Oui, nous avons un troisième invité. Ildefonse Akpaki. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tout le monde. Et la route de Palimé? Bon, en fait, on fait avec togolaisement, quoi. Ildefonse Akpaki, il est le directeur du site d'information, la Gazette du Togo. Le Togo, justement, continue de pleurer son artiste peintre, sculpteur, musicien, Jimmy Hope, décédé en France le 5 août dernier à l'âge de 62 ans. Le gouvernement togolais a tenu à organiser ce matin des hommages à l'illustre disparu à Lomé en présence du Premier ministre. Ildefonse Akpaki. Jimmy Hope mérite amplement des hommages de ce genre. Je voudrais avant tout m'incliner aussi devant la mémoire de l'artiste qui a fait son temps, qui a rehaussé les couleurs du Togo, surtout au niveau de ses prestations. On l'a surnommé le rocker togolais. Et pris comme tel, je crois qu'il a droit à ce genre d'hommage. Mais au-delà de cela, je souhaiterais que dans presque tous les domaines où des dignes fils et filles ont rehaussé les couleurs, les valeurs togolaises, il faudrait que dorénavant le gouvernement pense, pas avant, pas lorsqu'ils sont décédés, mais bien avant leur décès, qu'on essaie au moins, comme ça se fait dans d'autres pays où on crée des fondations ou bien des mouvements pour soutenir ceux qu'on appelle anciens boxeurs, anciens joueurs, anciens artistes de la chanson et autres. Parce que ici, les gens ont fait la gloire du Togo, mais qui sont morts sans qu'on ne sache. La belle preuve, c'est que le grand boxeur togolais, Kwalongo, qui était décédé la dernière fois, n'a pas eu droit à ces genres d'hommages. C'est ce qui est malheureux. Et avant même qu'il ne décède, il a été sérieusement malade, mais abandonné à son triste sort. Ce n'est pas lorsqu'ils sont morts qu'on doit les rehausser. Puisqu'ils ont fait la fierté du pays, il faudrait que de leur vivant, ils puissent vivre de ce qu'ils ont semé comme grain. Ibrahim, des hommages de ce genre pour un artiste de la chanson, on en a rarement vu au Togo. Oui, je pense que
C'est bien ce qu'on fait actuellement par rapport à l'hommage rendu à l'illustre disparu. Vous savez que Jimmy Hope, il a apporté beaucoup de choses à la culture togolaise. Et quand je parle de la culture, il faut parler plutôt de l'art, parce que au niveau de la culture, il a su dompter un genre musical qui n'est pas a priori un genre africain. Vous savez que quand on parle de rock, on voit plutôt les États-Unis. Voilà, il a su dompter ça. Il est allé même jusqu'à, excusez-moi, togoliser le rock. Et ça fait que quand on joue, il joue sa musique, mais ça plaît à tout le monde. Et vraiment, c'est un travail qu'il faut saluer à sa juste valeur. Outre cela aussi, nous avons sur le plan peinture et la sculpture, il a aussi fait, il a des œuvres qui sont témoins jusqu'alors que nous voyons. Donc ça prouve que le monsieur a fait un très bon travail. Il a vraiment beaucoup apporté à l'art de façon générale dans notre pays. Et il fallait quand même qu'à sa mort, on fasse un effort pour lui rendre un hommage digne de son rang. Donc voilà ce qui s'est fait. Et je me félicite que le gouvernement, dans son ensemble, soit présent aujourd'hui à la cérémonie de l'hommage. Et on a vu aussi les responsables des institutions de la République aussi qui étaient, donc et sans oublier sa famille artistique et tout ça là. Donc voilà, c'est bien. Moi je pense que si on arrive à célébrer nos illustres disparus, outre cela aussi, si on arrive à rendre hommage aux Togolais qui se sont fait remarquer d'une manière ou d'une autre dans leur apport, leur contribution au rayonnement d'un secteur particulier de notre État, je pense que c'est bien quand même qu'on leur rende généralement hommage. Le chef de l'État a été annoncé, attendu, mais finalement c'est le Premier ministre qui l'a remplacé, il n'était pas là. Oui, nous avons remarqué cela. Le chef de l'État n'y était pas. Mais il ne faut pas voir la personne du chef de l'État, il faut voir plutôt l'État togolais. Mais il a dit que c'est son ami personnel. Ah oui, ça c'est leur amitié. Il peut le faire à la maison ou bien il peut le faire comme il le voudra. Mais ici, nous parlons de l'État de la République togolaise qui a rendu hommage à un de ses dignes fils. Et l'État était là, à travers le Premier ministre, à travers les présidents des institutions, à travers les Togolais, tout le monde qui a fait le déplacement de Canal Olympia ce matin. Ce matin, à cet hommage-là, le ministre de la Culture, Kossévier Gbetonio, disait que le meilleur témoignage qui puisse lui être rendu, c'est lui-même qu'il a constitué tel un trésor à travers son immense œuvre, notamment des fresques et des centaines de toiles dont certaines ornent le palais présidentiel de longue date. Tu me permettras, à la suite de tous ces nombreux Togolais qui ont rendu hommage, qui ont respecté sa dépouille, moi aussi de placer mes condoléances à la famille. Avant de revenir à la question, je pense que le décès de Jimmy Hope a été pour moi le symbole de la déliquescence de la morale au Togo. Franchement, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux qui font que c'est franchement pas possible. Nous sommes en train de perdre même les valeurs morales, les valeurs humaines. Le simple fait que le chef de l'État ait annoncé que Jimmy Hope est son ami personnel a suffi pour que les gens commencent par dire qu'il n'est même plus digne d'hommage national parce qu'il est pour le pouvoir. Mais il faudrait quand même qu'à un moment donné, les Togolais comprennent que quelle que soit l'appartenance politique, l'être humain demeure toujours un être humain. On ne va pas se faire la guerre du vivant et continuer à pas faire la guerre au décès de la personne. Au moins, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas dit paix à son âme avant de commencer par dire oh, il n'a qu'à mourir, etc. Je pense que ce n'est pas... Même à son pire ennemi, quand il décède, on lui doit un petit respect. Un petit mot doux pour l'âme qui est partie. Simplement ça d'abord. Ensuite, je me demande vraiment si le Togo aurait fait quelque chose si entre-temps il n'y avait pas eu Arafat. Parce que, et puis même si c'était prévu, ce n'est pas utile pour moi. Le gars, il a été malade. Qu'est-ce qu'on a fait pendant sa maladie? Et comme le dit tout à l'heure Ildefonse, on a eu nos stars, que ce soit en football, en basketball, etc., dans toutes les disciplines, qui ont connu une vie misérable, miséreuse, parce que les gens n'ont pas de moyens financiers.
rien n'est prévu pour aider ces gens-là. Si c'est qu'il faut attendre le décès de la personne pour faire des décorations, je pense que ce n'est pas la peine. Chez nos frères ghanéens, ils ont une expression qui dit « célèbre mon anniversaire de mon vivant et non faites des fêtes pour mes funérailles ». Mais je ne comprends pas pourquoi on veut faire un culte pour celui qui est décédé et laisser mourir celui qui est vivant. Donc je crois qu'au-delà de l'hommage, bien mérité évidemment, Jimmy Hope est allé sur un terrain qui n'est pas exploitable par les Africains. J'imagine qu'il aurait pris un autre rythme, qu'il aurait été beaucoup plus connu par tout le monde. Malheureusement, il a pris le rock et je ne vois pas les Européens féliciter Jimmy Hope plus que les Européens eux-mêmes. Et donc, c'est tout à fait normal que sur ce plan-là, malgré tout ce qu'il a fait, on ne lui a pas reconnu son talent. Mais c'est un gars complet. Parce que ce n'est pas simplement de la musique qu'il fait. Il fait de la peinture, il fait plein de choses. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut être fier qu'on a un Togolais qui a pu faire ça sur son parcours. On n'a pas dit qu'il a tué des gens. Donc je ne vois pas pourquoi on va être contre lui. Paix à son âme. Et j'espère que maintenant, les Togolais ont compris. Le gouvernement togolais va intégrer dans ses démarches la possibilité de prendre en charge nos anciennes gloires. Il a donné Palongo, mais il y a Bossou, il y a des basketteurs. D'ailleurs, il y a un volleyeur qui n'a été adulé qu'à son décès. Et pourtant, de son vivant, il était, je crois, le meilleur. Il a eu un prix en France comme meilleur volleyeur. Donc, on a tellement d'exemples qui montrent que le pays doit aller sur d'autres chantiers que de célébrer le décès de la personne. Mais au moins ça. Bon, maintenant, pour en finir, je crois que le chef de l'État n'a pas pu être là. Peut-être c'est un problème d'agenda. Il a été représenté. On a pu faire ce qu'on a pu. Je crois qu'au-delà de cette atmosphère festive, on donnera quand même l'opportunité à la famille d'honorer correctement la mémoire de leurs frères, de leurs fils, de leur père décédé. Quand on parle d'hommage, l'Afrique a également perdu tôt ce matin un de ses dignes fils, on va le dire comme ça, au-delà de Jimmy Hope, c'est Robert Mugabe. Vous l'en avez également entendu. Il est décédé ce matin, l'ancien président zimbabwéen. Il est parti il y a 95 ans à Singapour. Et des fois, ça quoi qui. J'ai rien à dire, sauf que de rappeler ce passage des Saintes Écritures qui disent « Vos œuvres vous suivront ». S'il a fait bien, il aura la paix là où il est. S'il a fait mauvais, je prie pour que le mauvais exemple de s'accrocher au pouvoir et de faire à sa tête ne soit pas les exemples laissés pour les générations à venir. C'est tout ce que je peux dire sur l'homme. Paix à son âme. Ibrahim Acha, 2 ans après avoir quitté le pouvoir, il est parti. Est-ce que quelque part c'est lié à son départ plus ou moins brusque du pouvoir? Bon, mais vous savez que d'abord, paix à son âme. Et en dehors de ça, il faut dire que Robert Mugabe était prêt à tout pour conserver le pouvoir. Prêt à tout. Ça veut dire qu'il avait la boulimie du pouvoir. Et donc ça aussi, sur le plan choc émotionnel, il aurait pris un coup par rapport au coup d'État qui a été perpétré par ses propres amis qui le maintenaient au pouvoir et qui étaient là à ses côtés et qui lui faisaient croire que sans lui, le Zimbabwe n'allait plus vivre ou bien que le soleil n'allait plus se lever au Zimbabwe. Et voilà que le monsieur a fini par comprendre que c'était des courtisans, c'était des gens qui me flattaient, mais ils n'ont pas tardé à la première occasion qui s'est présentée devant eux et pour le poignarder, pour le mettre hors jeu. Donc vous comprenez que il doit avoir ses remords et outre cela aussi, ce qu'il traînait comme qualité, c'est-à-dire qu'un combattant de la liberté, quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance du pays. Le père de l'indépendance. Le père de l'indépendance et tout ça là, toutes ces qualités-là ont été noyées dans ces années de dictature, dans ce qu'il a créé comme déconfiture totale dans tous les secteurs au Zimbabwe. Ça a été noyé complètement. Ce qu'on retient du monsieur aujourd'hui, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui a fait qu'il y a l'inflation au Zimbabwe, c'est quelqu'un qui a fait que la famine
est omniprésente au Zimbabwe. C'est quelqu'un qui a fait que l'économie ne se porte pas mieux. Donc il y a beaucoup de choses qu'on reproche à Mugabe aujourd'hui. On oublie même son passé de père de l'indépendance et autres. Et tout ceci, c'est ce que Ildefonse disait, c'est le fait de vouloir s'éterniser au pouvoir, de croire qu'on est seul à pouvoir faire quelque chose dans la vie. Spero Maole, le père de l'indépendance zimbabwéen s'en est allé. Ouais, Mais malheureusement, malgré tout le temps qu'il a passé au pouvoir, 37 ans, il n'a pas de structure de soins de qualité dans son pays. Il allait mourir au Singapour. Paix à son âme, je crois que tout calcul fait, il s'est acheté sa mort. Il s'est acheté sa mort parce que à un moment donné, même dans les images officielles, on le voyait dormir en public. Ça voudrait dire que son corps était fatigué depuis. Il aurait pu prendre un repos mérité. S'il avait fait correctement sa gestion, les gens auraient donné un privilège. Et il aurait passé ses vieux jours comme Mandela a eu à passer de vieux jours heureux, adulés, respectés. Il n'a pas voulu. Il a transformé les gloires qu'il a reçues en des moments de tristesse pour la population. Et donc il est parti en laissant plutôt les gens heureux de le voir partir. Et ça, c'est des images que les gens doivent avoir en tête. Quittons le pouvoir avant que le pouvoir ne nous quitte, et que le pouvoir ne nous quitte en nous laissant beaucoup plus de mauvais souvenirs que les bons souvenirs qu'on avait amenés. Et malheureusement, il fait partie de ces chefs d'État qui ne pensent pas construire des hôpitaux chez eux, qui n'ont pas pensé à former des spécialistes chez eux, et qui préfèrent aller dépenser beaucoup de sous à l'extérieur, enrichissant des pays européens, laissant toujours pauvres leur propre pays. C'est dommage qu'après plus de 20 ans, plus de 30 ans, on ne puisse pas dire de lui que mais il s'est soigné quand même dans son pays parce qu'il a un bon système. Prenez Kadhafi. Kadhafi n'a pas fait trop longtemps, c'est vrai. Kadhafi n'est pas un modèle de démocrate, c'est vrai. Mais au moins Kadhafi avait un système de santé adéquat pour son pays. Même un système d'éducation adéquat pour son pays. Pourquoi Mugabe a pris tout ce temps-là pour ne rien faire, ne s'enrichir que lui-même et pourtant mourir comme un expatrié dans un pays qui ne est pas le sien. Franchement, je crois que les chefs d'État actuels doivent pouvoir méditer, aussi bien actuels que futurs, doivent pouvoir réfléchir pour se dire qu'avant d'être chef d'État, on est d'abord un être humain. Et que le chef d'État, la casquette de chef d'État ne transforme jamais l'être humain. C'est toujours un être humain. Vous ne pouvez pas devenir un dieu parce que vous êtes un chef d'État. Sinon, Néron et autres seraient devenus immortels. Et pourtant, ils sont tous morts. Je voudrais faire une petite transition par rapport à une expression utilisée par Spero. Il disait, au-delà de ce que on le voyait fatigué, dormir pendant certaines rencontres internationales, son corps était fatigué depuis. Alors, même, je ne dirais même pas que c'est le coup de l'âge, je ne le dirais pas. Aujourd'hui, prenez Bouteflika et Ali Bongo. Prenez ces deux exemples-là. Parce que nous parlons aujourd'hui des leaders africains, des présidents, des chefs d'État africains qui sont assommés par la maladie. C'est-à-dire que leur corps ne répond plus. Mais c'est des gens qui s'accrochent au pouvoir. J'ai été malade, je peux dire entre guillemets, quand j'ai vu la dernière fois une vidéo de Ali Bongo lorsqu'il faisait la parade militaire. J'étais choqué. J'ai dit, mais comment on peut se donner ce privilège lorsqu'on sait que ça ne va plus? Et on montre à la face du monde des images désolantes. C'est très malheureux. Et je suis d'accord avec eux. Lorsqu'ils disent, et bizarrement, lui aussi il est revenu d'un hôpital expatrié. Parce que quand il a fait l'attaque hémiplégique, il n'était pas au pays. On pouvait le ramener pour le soigner dans son pays. Mais il n'y a pas de structure sanitaire adéquate en tant que telle. C'est la même chose comme Bouteflika qui va et qui revient. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut s'accrocher au pouvoir comme des pipistrelles lorsqu'on a le corps fatigué? Nous parlons des chefs d'État africains.
il faut qu'ils arrêtent ça. Ibé. Mais le commentaire, c'est qu'il est parti et je pense que c'est fini. Et s'il avait construit un système sanitaire assez sophistiqué dans son pays, au Zimbabwe, je pense qu'il serait resté à Harare et à sa mort, il allait être vraiment célébré. Ou bien il allait recevoir des soins et on dirait que bon, malgré la qualité, le professionnalisme des médecins, bon, le temps est arrivé et il s'en est allé. Mais comme il n'y avait pas de structure assez, disons, performante au Zimbabwe, bon, il est allé à Singapour et on annonce sa mort, qu'il est décédé là-bas. Moi, je me dis que ce que l'on peut retenir dans la vie, c'est de tout faire pour incarner les valeurs d'humain et faire un effort aussi pour donner de la joie à ses semblables. Parce qu'après tout, à notre mort, ce qu'on va retenir de nous, c'est ce que les moments de gaieté, les moments de sociabilité que nous avons pu passer avec notre entourage. Pas très loin du Zimbabwe, c'était l'Afrique du Sud. Là, carrément, c'est des images assez choquantes qu'on découvre depuis le dimanche dernier, où des Africains, entre eux-mêmes, s'entretuent. On va le dire comme ça, au moins 10 personnes dont les ressortissants étrangers ont été tués dans les violences xénophobes cette semaine-là en Afrique du Sud. Ce qui a obligé à la plupart des pays, d'autres pays africains, à prendre position contre ce qui se passe dans ce pays-là. Défenseurs des droits de l'homme, Spero Maolé, quand vous voyez des images de ce genre-là, des Africains contre des Africains. Non, moi je n'ai pas vu des Africains contre des Africains. Je vois simplement des êtres humains devenir des animaux et commencer par tuer des êtres humains. Parce que en réalité, on dit qu'ils ne sont pas sud-africains parce que la colonisation a dit qu'eux ils sont plutôt nigérians ou ils sont congolais et donc les sud-africains pensent qu'on peut les tuer. Non, non, non. Nous sommes d'abord des êtres humains. Et c'est franchement horrible et rien ne peut justifier que des êtres humains tombent dans cet état de bestialité et commencent par tuer. Rien ne justifie ça. En réalité, ce qui me désole, c'est que j'ai entendu des gens dire que ce n'est que les Africains qui font ça. Ce n'est pas le propre des Africains. C'est malheureusement le propre des animaux, des êtres qui ne sont plus humains et qui ne comprennent pas qu'il faut passer toujours par le dialogue pour régler leurs problèmes. Ils se plaignent parce que des gens qu'ils pensent ne pas être en droit de trouver du travail viennent partager le peu de travail qu'il y a avec eux. Puisque c'est l'une des raisons qu'il y a un fort taux de chômage et que ces Noirs-là viennent encore prendre le peu qu'ils peuvent avoir alors qu'ils ne sont pas de leur pays. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de régler ce problème? Absolument pas. Et je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas entendu dans les moins de 24 heures le gouvernement sud-africain prendre des mesures très rapides pour que ça ne se prolonge pas. Et je suis encore tout aussi déçu que dans d'autres pays, on ait voulu rembourser la pièce de la monnaie et qu'on commence par saccager des choses. Parce qu'à ce rythme-là, quand chacun commence par saccager, supposez par exemple qu'on a saccagé la demeure d'un Sud-Africain et que ce soit, je donne un exemple, que ce soit les Congolais qui font ça. Or, dans la demeure, il y a un Togolais qui est dedans. Donc les Togolais vont dire à Lomé, cassons la maison des Congolais. Dans la maison des Congolais, peut-être qu'il y a des Béninois. Les Béninois vont dire, alors tuons les Togolais. Vous voyez à ce rythme-là, on va dans des dangers extrêmes. Et je crois que chaque État doit pouvoir prendre les mesures pour arrêter tous ces mouvements bestiaux, tous ces mouvements xénophobes. Moi, je ne veux pas en faire une coloration unique. Parce qu'au-delà de la xénophobie, il y a cette dégradation du rang humain qui me pose un souci. Et donc j'espère que très rapidement, on va trouver une solution à ça et empêcher que le genre humain se détruise pour la faim ou pour des raisons qu'on peut gérer autrement. Ibrahim Acha, que comprendre des timides réactions sur le continent?
Bon, notamment des chefs d'État en principe qui devaient réagir pour qu'on sente la gravité. On parle de 10 morts, mais ce n'est pas la première fois. C'est déjà arrivé, on se rappelle, en 2008, où il y a 62 personnes qui ont été tuées dans des conditions similaires. Bon, il y a ce que nous appelons l'hypocrisie dans les relations internationales. Et vous savez que chaque président a son courant et son couvent. Et donc, ça fait que habituellement, lorsque c'est un de leur entourage immédiat qui est dans le pétrin, ces présidents se gardent de se prononcer et de prendre des positions de peur de froisser peut-être l'ami ou bien le partenaire, celui avec qui on est dans le même couvent. Voilà le premier aspect. Le second aspect par rapport à cette situation, c'est que normalement c'est l'Union africaine qui devait prendre le devant et commencer déjà par prendre certaines dispositions et mettre en mouvement les autres organisations disons sous-régionales. Je veux parler par exemple de la CEDEAO, de la SADC et autres là, et même au niveau de l'Afrique centrale, leur organisation aussi là-bas, et tous ces présidents allaient être, je vais dire, dans un mouvement d'ensemble pour condamner ce qui se passe en Afrique du Sud ou bien demander à M. Ramaphosa de prendre des dispositions urgentes pour arrêter ce qui se passe dans ce pays. Bon, nous osons croire que cela se fait dans les câbles diplomatiques et que prochainement, je pense que les dispositions se prendront au plus vite. Mais si je veux me prononcer par rapport aux violences xénophobes, je dirais tout simplement que si c'est vrai que les étrangers qui sont arrivés dans le pays sont très reconnus comme des acteurs dans le secteur informel et surtout dans certaines activités, et au point où ils ont pu aussi avoir de la richesse par rapport à la population autochtone qui, entre griffes, baigne dans une certaine précarité. Ce n'est pas la même proportion par rapport aux Blancs. Les Blancs, à peine en Afrique du Sud, font le 8% selon certaines statistiques, mais détiennent près de 95% des richesses sud-africaines. Donc s'il faut s'en prendre véritablement à ceux qui ont amassé les richesses là-bas, ou bien à ceux qui prennent en otage l'économie et même les finances de l'Afrique du Sud, ce ne sont pas les Noirs auxquels les Sud-Africains s'attaquent, à proprement parler. Donc je me dis que il y a tout un problème, disons, d'amalgame, et outre cela aussi, c'est qu'il y avait aussi des petites récriminations entre personnes, et c'est tout cela qui a formé ce cocktail explosif et qui a dégénéré, qui a entraîné cette situation. Et je suis fier parce que nous avons sur ce plateau un défenseur des droits de l'homme qui a averti aussi du fait que le fait de vouloir opposer la réciproque, et ça peut créer des situations encore plus dangereuses et au risque même d'embraser toute l'Afrique. Donc ce message, je pense que les oreilles attentives les porteront assez, disons, haut pour que les gens se ravisent dans leur façon de régler cette affaire d'actes de xénophobie auquel nous avons assisté en Afrique du Sud. Et des fonds, est-ce que quelque part, ce n'est pas le fait que dans ce pays-là, on sait que le grand banditisme existe, bien évidemment, et que moins de choses, ces grands bandits, puisqu'on sait que ça se développe souvent à une proportion inquiétante dans ce pays-là, que ces gens-là puissent rapidement s'infiltrer et donner la lue là qu'on est en train de constater. En fait, moi, je me pose deux questions. La première, c'est à qui profite le crime, puisque le silence même des autorités sud-africaines pose problème. La deuxième question, c'est celle que je me pose. Comment les Sud-Africains, ces Noirs, peuvent se laisser aller comme ça quand, par le passé, ce sont les Noirs même des autres pays africains qui les ont aidés lors de l'apartheid et de la ségrégation raciale? Moi, je ne comprends pas. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand Spero parlait de la bestialité, j'ai dit oui, c'est des gens qui ont véritablement agi par instinct, comme des animaux. Ce n'est pas sérieux. Jusqu'à quand l'Afrique et les Africains pourraient comprendre que ces genres de comportements sont des choses qui font regresser l'Afrique?
il a si bien donné ces exemples-là. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Lorsque vous vous attaquez à une maison d'un Togolais, oubliant que dans cette maison-là, il peut y avoir même un Sud-Africain. Bien sûr. Comment ça peut se passer comme ça? Bon, j'ai posé la première question parce que jusque-là, si les autorités sud-africaines même ne réagissent pas comme cela se doit, ça Le veut dire- président en parlait, la ministre des Affaires étrangères. oui, également, quand ça a commencé, ça n'a Oui. pas été comme ça. la ministre des Affaires étrangères avait bien dit que là, elle parle plutôt d'Afrique, Afrique-Cobie, c'est ça? Que les Sud-Africains pensent qu'ils sont supérieurs aux autres Africains. Non, ce n'est pas sérieux. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Il faut revoir tout ça. Parce que même quand vous parlez de grand banditisme, est-ce que c'est comme ça se faisait? Est-ce que c'est ça? Mais non. Mais jusqu'à quand? On doit comprendre que on est arrivé à une ère où ce que nous avons, ou bien nos grands-parents ont vécu il y a des années, qu'on puisse se laisser encore aller à ce genre de choses. Sur le continent, j'ai appris que les présidents Kagame et Tshisekedi, qui devaient normalement se rendre à une rencontre internationale, ont dit non parce que cet acte posé par les Sud-Africains était un acte qui Déshonore l'Afrique. voilà, déshonore l'Afrique. Je crois qu'en le prenant sur cet angle et en faisant en sorte que l'Union africaine aussi tape sur la table pour dire ce que vous êtes en train de faire en Afrique du Sud, ça peut dégénérer quelque part. Alors arrêtez et que ça cesse. Spero, quelque part, c'est l'intégration africaine qui a pris un coup. Est-ce qu'il y a intégration africaine? Le problème, c'est que Mais c'est pas qu'il y en a pas tous les jours. je prends simplement la CEDEAO, où on a dit qu'il y a la CEDEAO des peuples. Est-ce que vous croyez que vraiment il y a la CEDEAO? Franchissez la frontière d'Aplaou ici, allez au Ghana, et vous verrez toutes les difficultés que vous aurez à passer aisément. Allez au marché, parlez, et puis entendez quelqu'un qui veut vous insulter, vous dire Togoton. Tu vois, il n'y a pas d'intégration réelle. Parce que malheureusement, nous tenons trop à cœur ces petites frontières tracées par les Européens. Nous oublions qu'au-delà des frontières, il y a des gens qui existent. Et c'est plutôt ça qu'il faut chercher. Et malheureusement, j'ai l'impression que nos chefs d'État ne luttent pas pour cette intégration des peuples, mais luttent pour le confort des chefs d'État de ces peuples-là. Et c'est franchement horrible. Rappelez-vous de cette phrase-là de l'Union africaine des chefs d'État, que les gens voulaient changer par l'Union africaine des peuples. Mais on n'est pas encore à ce stade-là. Donc du coup, vous comprenez qu'il n'y a pas d'intégration. Bon, maintenant, il y a quand même un élément important qu'il faut relever. C'est que même si on parle d'intégration, les êtres humains doivent comprendre quand même qu'il y a toujours des normes dans le pays. Ce n'est pas parce que je quitte mon pays pour aller dans un autre pays que je dois faire du n'importe quoi. Il y a quand même à relever ça. Il y a des gens, des étrangers, entre guillemets, des étrangers, parce qu'ils ne sont pas de votre pays, qui ont un comportement qui amène parfois à des velléités meurtrières. Vous prenez des comportements des citoyens d'autres pays qui abusent de nos filles dans ce pays, dans ce Togo-là, et parfois ça amène la population à vouloir lapider ces gens-là. Et c'est par chance que souvent la police arrive à temps. Et évidemment, on arrive à temps dans ces cas-là au moins. Et pour éviter ça. Et c'est franchement... je ne veux donner aucune nationalité, mais vous avez de ces citoyens de certains pays, quand ils sont chez vous, ils créent trop de désordre. Et moi, je suis allé plusieurs fois en Europe, et les gens, en vous voyant passer, la première chose, c'est qu'ils veulent savoir si vous n'êtes pas de ce pays-là pour vous éviter. C'est quand on sait que vous n'êtes pas de ce pays qu'on s'approche de vous. Je crois qu'au-delà de dire que ce n'est pas une justification pour tuer, les gens doivent comprendre quand même qu'il y a une attitude qu'il faut avoir, surtout quand on n'est pas dans sa maison. Et que ça doit permettre à l'autre aussi d'accepter votre présence chez lui. Et c'est vraiment important. Mais n'empêche, le droit doit pouvoir protéger tout le monde. C'est pour ça que j'accuse l'État sud-africain, qui devait prendre toutes les mesures pour que si un étranger fait une erreur dans son pays, que cet étranger-là soit puni par les lois du pays et non que ça soit puni par la population du pays.
Oui, mais moi je voulais ajouter un truc par rapport à ce que vous qualifiez d'intégration. Oui, mais Spero l'a si bien expliqué. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. L'intégration africaine, on en parle partout. Oui, mais est-ce qu'il y a intégration? C'est la grande question. Il a donné l'exemple de la traversée de la frontière à Plao. Ce qui me choque des fois, c'est que les clauses de la CEDEAO disent libre circulation des biens et des personnes. Vous voyez, lorsque tu es togolais et que tu veux te rendre au Ghana, à Accra par exemple, hein, et que librement tu passes par la douane togolaise et tu arrives à la douane du Ghana, si tu es muni d'un passeport, tu payes 1000 francs d'ADA, que tu l'as ou pas. Maintenant, c'est une question de carnet jaune. Quand vous ne l'avez pas, vous payez. Dans tous les cas, lorsque vous n'avez pas et le passeport et la carte jaune, vous payez. Et lorsque vous arrivez à Sogakopé, il y a un poste frontière. Et on vous fait descendre. Lorsque vous n'avez pas le passeport, le visa, vous rentrez dans une salle là-bas et vous payez encore. Mais où se trouve maintenant la libre circulation des biens et des personnes? Et je précise que tous les chefs d'État du Togo et du Ghana ont l'information. Oui, ils ont l'information. Alors, c'est pour cela que je suis choqué. Et puis, à la frontière du Bénin, par exemple, lorsque vous arrivez à Ilakondi, ça me fait sourire des fois quand vous n'avez pas votre pièce d'identité. On vous dit, vous donnez telle somme d'argent. Bon, est-ce que c'est ça qui garantit la sécurité? Si vous êtes muni de quelque chose qui peut détruire, vous passez. Mais c'est ça qui me choque. Ça me choque. Alors, lorsque nous parlons d'intégration africaine, ça fait sourire. Ibrahim, Spiro a touché un aspect important sur lequel il faut véritablement regarder de près. C'est la position de certaines communautés étrangères dans certains pays d'accueil. La justice, on va dire, c'est nous. Le chef de l'État, s'il est avec nous, vous pouvez tout faire, c'est nous. Parfois, ça dégénère en moins d'un quart d'heure. Dès qu'il y a une situation, il y en a qui profitent. C'est une question de civisme. Et le plus souvent, quand vous approchez un peu cette communauté, c'est parce que je peux dire que grâce à la corruption, un système de pourriture, de déconfiture des valeurs humaines, ils arrivent à s'imposer au sein d'une société donnée. Et quand vous prenez un peu, entre-temps au Togo, on en souffrait avec une communauté. Lorsque vous avez Maya partir avec cette communauté, c'est en tout cas c'est le bourreau même qui vous convoque. Et vous avez peur même d'aller devant les institutions de votre pays, parce que arrivé là-bas, vous savez que d'emblée, vous serez le fautif. Vous comprenez, cette situation avait amené nos compatriotes à avoir des comportements qui frisaient un peu la xénophobie, mais qui étaient en fait l'expression de ras-le-bol par rapport à cette situation. Vous comprenez, donc depuis un certain temps, j'ai constaté quand même qu'il y a un travail qui a été fait, parce que certaines chancelleries ici sur place ont pu faire un travail de pédagogie à l'endroit de leurs citoyens, de leurs ressortissants, et au finish, au fur et à mesure que les choses évoluaient, on a senti quand même qu'il y a eu du bémol, il n'y a plus trop ce zèle-là, cette façon de narguer les populations togolaises. Et en plus de ça, il faut aussi dire qu'au Togo, nous avons cette culture d'hospitalité, et ça, les autorités togolaises tiennent beaucoup à cette étiquette ou bien ce label qu'on nous colle dans la sous-région ouest africaine. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a une situation comme ça, et quand on sent que les populations togolaises veulent se révolter, veulent se venger par rapport à une certaine communauté africaine, on fait tout pour que cela soit calmé, on fait tout pour que la situation ne dégénère pas, parce que nous voulons sauvegarder notre image de pays d'hospitalité et pays de paix. Donc ici au Togo, on a cette chance quand même qu'il y a la paix et les communautés vivent aussi dans la paix. Pays d'hospitalité, oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec vous quand vous posez le problème sous le signe de civisme. Vis-à-vis des étrangers, moi je ne suis pas d'accord.
Non, Moi, parle je le pose. des étrangers. Oui, moi je le pose. Parce que leur chancellerie, leur ambassadeur a ce devoir d'aller faire un travail de pédagogie en leur endroit. De leur dire que vous êtes dans un pays donné, il y a des lois dans ce pays, vous êtes obligés de vous conformer aux lois de ce pays. C'est pourquoi je parle de civisme, pas du civisme de la part des Togolais. Les Togolais sont très civiques, on n'agresse pas, on est accueillant, il y a de l'hospitalité dans nos gènes, donc ça, nous sommes suffisamment... Mais que cela ne soit pas une raison pour nos amis de pouvoir exagérer. De nous narguer. Moi, dans ton exemple, ce qui m'a plu, c'est que je me rappelais quand les Béninois devaient venir jouer une dernière fois, tout le monde avait peur parce qu'il y avait une histoire de vengeance à faire, mais heureusement que les Togolais n'ont rien fait. Et ça, c'est tout à l'image. Et ça, c'est à la gloire du Togo, je sais bien. Mais quand on voit, par exemple, un colonel ami corrompu d'un étranger qui crée des torts, qui abuse de tout son pouvoir, pour noyer un citoyen togolais juste par corruption, je pense quand même que là, il faut rapidement qu'on arrête ça. Sinon, les gens ne peuvent plus se contrôler. Oui, mais c'est pour cela qu'à un moment donné, quand moi j'ai écouté civisme, ça m'a fait sourire et j'ai dit, mais c'est plutôt la fuite de responsabilité des autorités de nos pays et puis la corruption qui a gangréné. Parce que je ne comprends pas pourquoi une communauté étrangère, excusez-moi de le dire comme ça, où on trouve un étranger, ou bien on retrouve au domicile d'un étranger une fille dont les parties intimes et autres là est enlevée, on mène les investigations, tout est fait prêt, et puis à un moment donné on dit le gars est lavé de tout soupçon, et puis bon, ça continue. C'est des choses qui choquent. Ça choque. Et excusez-moi, on les appelle bonnes, qui travaillent chez les domestiques plutôt, hein, qui travaillent chez des étrangers et qui sont devenus des objets de plaisir. Non seulement objets de plaisir, mais... Je souris parce que quand je vois ta mine en train de décrire l'horrible situation. Parce que malheureusement au Togo, à un moment donné, c'était clair que nos autorités policières et gendarmes préfèrent donner la part belle aux étrangers. Et ça, c'est franchement horrible. Surtout que ce soit des Européens. Vous ne pouvez jamais avoir raison contre un Européen. Et je crois que heureusement que maintenant on a des policiers qui commencent pas à comprendre. Et surtout que grâce à Dieu, les gens des droits de l'homme aussi sont là pour regarder de près. Ouais. Et je crois que ça diminue considérablement. Espérons que ça va continuer comme ça. Ça a beaucoup diminué parce que nous avons aussi en mémoire un célèbre pédophile qui a été conduit à nos frontières. Là, ça, ce sont les autorités togolaises qui ont réagi et qui ont agi promptement parce que cette situation était préjudiciable à la bonne santé de nos compatriotes et surtout à l'effort de construction psychologique que les autorités veulent imprimer vraiment à la population togolaise. Donc aujourd'hui, nous faisons le constat que cette situation je peux dire, d'accointance entre certaines autorités policières et certaines personnes délicates de communautés étrangères, ce n'est plus légion. Il y a un travail quand même qui est fait que vraiment maintenant quand cette situation se présente, quand vous allez devant les autorités, disons policières, vous pouvez facilement avoir raison si vraiment il n'y a pas eu des dessous. Au-delà de tout, rien ne justifie, encore une fois, rien ne justifie ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Il faut plutôt respecter l'être humain, en quelque sorte. On va finir cette émission avec la présidentielle de 2020. C'est dans 7 mois. Si le calendrier républicain est respecté. Spero Maolé, on scrute le ciel. On se dit, beaucoup de Togolais se disent, est-ce qu'à partir de 2020, l'alternance deviendra une réalité? Et au-delà, également, chacun dans son camp se prépare d'une manière ou d'une autre, y compris la société civile. Les forces Vive Espérance pour le Togo fêtaient leur premier anniversaire cette semaine, ce mercredi. C'est 10 engagements qui ont été pris. C'est quoi ces engagements-là? Sur
Bon, je ne veux pas, on n'aura pas le temps de développer tout ça là, mais je voudrais plutôt donner mon avis personnel sur la chose. Je crois que si on veut que ce Togo-là aille mieux, il vaut mieux oublier de décompter une date à laquelle on doit faire les élections. Je le dis, je le répéterai partout, nous ne sommes pas encore prêts pour faire des élections au Togo. Nous devons rentrer dans la dynamique de sauver la situation socio-politique d'abord, et après on va aller aux élections. Que M. Faure Gnassingbé gagne aux élections ou pas, ça ne règle pas encore pour le moment les problèmes sociopolitiques qui existent. Nous avons un État qui n'est pas démocratique. Nous avons un État qui ne respecte pas la primauté du droit. Nous avons un État qui n'a pas de justice sociale. Nous avons un État qui est en déliquescence au niveau des institutions, surtout au niveau de la justice, etc. On a trop de problèmes pour nous précipiter pour aller à des élections. Les élections ne seront jamais la bonne solution pour notre situation actuelle. Maintenant, vous voyez que plus grave encore, tout le monde est un peu anxieux. Plus on approche de cette date que vous voulez donner, plus les gens commencent par dire qu'est-ce qui va se passer. Je me rappelle quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois, il dit qu'il veut venir au Togo, il veut vous savoir s'il peut venir en janvier ou en février. Je dis mais écoute, c'est ton pays, c'est à toi de choisir quand tu viens. Mais j'avoue que cette réponse-là, je l'ai donnée, mais en sachant bien ce que veut dire la personne. Est-ce qu'on serait en paix et libre de faire ces mouvements quand on va être plus proche de cette date-là? Mais il y a eu l'élection législative en décembre, le 20 décembre 2018. Ne me parlez pas il y a eu des locales également le 30 Ne me juin. dites pas surtout que ça a été en paix. Ça a été dans la peur. Je vous ai rapporté même ici comment devant des bureaux de vote, on a vu des bérets verts assurer la sécurité. Dans aucun pays, on ne peut dire qu'il y a la paix quand les bérets verts assurent la sécurité des élections. Et donc il y a la peur. La peur ne doit pas être confondue avec la paix. Si je ne parle pas parce que j'ai peur, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas la même chose. Et donc moi je voudrais qu'on ait un Togo où, après les élections, tout le monde soit fier. C'est pour ça que nous, par exemple, dans le regroupement du G7, nous avons dit, mais allons encore à un dialogue. Les gens m'ont dit, oui, toujours les dialogues, mais ça ne donne rien. C'est tout simplement parce que les gens vont au dialogue en ayant en tête de gagner sur l'autre. Nous, on ne veut pas un dialogue où quelqu'un veut gagner sur l'autre. On veut un dialogue où le Togo doit gagner. C'est-à-dire que les citoyens togolais doivent se sentir en paix après le dialogue. S'il faut aller au dialogue en disant comment faire pour que M. Faure Gnassingbé quitte, ou alors comment faire pour que M. Faure Gnassingbé reste, etc. Le dé est déjà pipé. On va au dialogue pour voir comment reconstruire le Togo. Et après on dit maintenant que c'est prêt, c'est bon, on est d'accord sur tous les principes, allons aux élections. Alors faisons des élections libres, transparentes, équitables. Et celui qui gagne va conduire le pays pour un moment. Si vous me dites que c'est ça les élections qui vont venir au Togo, je serai heureux. Mais si ce n'est que ce que vous êtes en train de me montrer là, franchement, moi je préfère qu'on ne fasse pas encore des élections. Ibrahima, tu commences par où? Non, mais il faut dire que pour ces élections, pour la présidentielle de 2020, la situation qui se présente actuellement, c'est à deux niveaux. Au niveau du camp au pouvoir, il y a une certaine sérénité qui est affichée parce que au niveau du camp au pouvoir, il y a déjà le candidat, le nom du candidat. Oui, le premier ministre a dit que c'est M. Faure Gnassingbé. Donc il y a déjà cette sérénité, et ils n'ont pas peur. Ils attendent seulement le jour du vote pour aller accomplir leur devoir civique et porter en triomphe leur champion. Au niveau de l'opposition, c'est là où on voit plutôt un petit cafouillage. Pour ne pas parler de confusion au point de vue stratégique, puisqu'il y en a qui parlent de la révolution populaire pour pouvoir évincer M. Faure Gnassingbé, il y en a qui parlent de la révolution électorale, mais sans toutefois savoir est-ce que les conditions sont remplies pour aller à ces élections. Donc voilà la confusion dans laquelle l'opposition évolue, et certains avaient estimé que c'est eux qu'à eux seuls, ils se suffisent, ils peuvent aller aux élections. Mais patatras, la dernière fois, nous attendons d'autres déclarations des mêmes personnes qui se disaient qu'elles s'autosuffisent, qui demandent maintenant à aller vers une union. Or, entre-temps, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont, il y a eu des injures, des invectives et tout ça. Là, est-ce que cela peut, quand ils vont se remettre avec leurs anciens partenaires politiques,
est-ce que la sincérité y sera et tout ça là, voilà, il y a beaucoup de questions que nous nous posons et au finish ce que nous demandons c'est que l'État togolais prenne ses responsabilités et qu'on organise de très bonnes élections, des élections démocratiques et transparentes et surtout libres et permettre à tous les leaders ou bien à tous les candidats de sillonner tout le territoire sans être bloqués à des niveaux donnés comme quoi c'est pas leur fièvre, comme quoi chez eux on ne vient pas, donc que chacun circule, que chacun batte sa campagne véritablement et au final, celui qui a gagné, le nom de celui qui aura pris le dessus sur les autres dans les urnes, soit proclamé comme président de la République, parce que c'est ce qu'il faut pour notre pays. Il dépense à quoi qui pour terminer 2020, à quoi peut-on s'attendre? Je voudrais intervenir en citant Mamadou Issifou. Je le cite. Pourquoi aurais-je l'arrogance de croire que nul ne peut me remplacer? Fin de citation. Alors, je le cite par rapport à ce que mon ami et frère Ibrahim vient de dire. Issifou avait ajouté qu'ils sont 22 millions au Niger. Au sujet. Et il n'est pas irremplaçable. Au sujet de ce que le parti au pouvoir a déjà choisi son candidat et qu'il y ait la sérénité. Il l'affiche, c'est le constat que je fais. Alors, je serai honnête en disant que le peuple togolais est mis au pas. Toutes ces décisions gouvernementales qui sortent ces derniers temps. Vous savez, j'ai fait un tour ces derniers temps dans certains villages. Et j'ai pu remarquer que de plus en plus le Togo est divisé. Je donne juste un ou deux exemples. Le premier exemple, je ne sais pas si les autorités gouvernementales font quelquefois des tours dans les villages et hameaux les plus reculés pour savoir, 2 points, par rapport à la décision où il faut avoir un permis pour les motocyclistes. Moi, j'ai vu dans des villages, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, des motos qui n'ont pas de plaque. J'ai vu des motocyclistes qui ne portent pas de casque. Mais là, vous allez jusqu'à l'intérieur, à Lomé, ici, il y a des motos sans plaque. Non, c'est pour cela que je vous dis que le peuple est mis au pas. Et d'ailleurs, la division du pays se fait encore voir de plus. Qui sont ces citoyens-là qui seront obligés d'avoir un permis et d'autres qui n'en auront pas? Ça, nous ne fondons pas un État-nation en faisant ça là. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision, c'est lorsqu'on fait croire aux gens que tout se passe bien au Togo. Et ça, je rejoins Spero dans son développement. Ne confondons pas la peur à la paix. Parce que ce qui s'est passé le 20 décembre 2018, ce qui s'est passé le 30 juin et le 15 août 2019, et ce qui se passe là, est-ce que vous pensez que le peuple togolais vit dans une sérénité, dans une paix, ou alors on rejoint les diplomates pour qui l'absence de violence est synonyme de paix? Je suis sûr que si vous vous promenez à Lomé, vous vous promenez dans des maisons, on vous dira le nombre de fois que les gens arrivent à manger. Mais vous n'avez pas d'amis qui vous demandent « Ah, est-ce que tu peux m'envoyer 1000 francs parce que la maison là, ça ne va pas. » Des gens sur qui tu ne peux jamais, ou bien des gens, je ne comprends pas. Et vous parlez d'élection. Moi, ce qui me dérange, on va finir par là. Oui, ce qui me dérange, c'est que à côté des besoins sociaux de ce peuple, où on ne trouve pas de l'argent pour faire ce qu'il y a lieu de faire, on trouve de l'argent pour organiser des élections et qui donne quel genre de résultats? Malheureusement, vous n'avez pas la décision. Réponse avec vous. On va s'arrêter là. Et on va se retrouver peut-être le vendredi prochain en cherchant d'autres réponses à vos interrogations. Spéroman, il est le président du CACIT, Ibrahim Atta, directeur de la publication de Temps Nouveau, et Ildefonso Akwaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo, étaient nos invités. L'émission a été mise en ligne par Bogakou. Moi, je vous retrouve le lundi à partir de 16h. Bon week-end chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.